Bonjour, alors aujourd'hui nous avons décidé avec Hugo de vous parler de la motivation et plus particulièrement de la motivation au travail. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la motivation au travail? Alors moi j'aurais tendance à dire que c'est l'essence qu'on met dans le moteur, mais aussi pour les professionnels et les psychologues en particulier, vous avez, on décrit en fait les forces internes et ou externes produisant le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement. Ça, c'est la définition théorique la plus répandue en psychologie. Alors, maintenant, on pourrait parler aussi, et vous l'avez tous, vous le connaissez tous, on pourrait parler de Maslow avec sa théorie des besoins qui pose le cadre. Ensuite, on pourrait parler de Deci et Ryan qui, eux, ont présenté l'un des facteurs de motivation qui est un des plus importants aussi aujourd'hui reconnu. Et enfin, on pourrait parler aussi du cheminement de la motivation et comment on peut faire pour la maintenir. Ça, c'est plutôt Prochaska et Dick Clémenté qui en parlent dans la motivation à changer. Voilà, donc Hugo va nous donner un éclairage sur tous ces aspects théoriques. Je vais donc vous présenter les trois apports théoriques que nous avons choisi de vous expliquer pour la motivation. Je vais commencer par vous parler de la théorie des besoins de Maslow, qui est une théorie bien connue qui prend la forme d'une pyramide en 5 facteurs. C'est important de comprendre que les facteurs sont hiérarchisés du bas vers le haut et qu'un facteur ne peut être source de motivation que si le facteur inférieur est satisfait. Par exemple, le besoin d'estime de soi ne peut être une source de motivation que si les besoins affectifs et d'appartenance sont satisfaits. La deuxième théorie que nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui est la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. C'est une théorie qui consiste à placer l'autodétermination comme étant un facteur de motivation. Il y en a d'autres, le soutien hiérarchique, la reconnaissance sociale ou la réussite par exemple. L'autodétermination peut être considérée comme étant la sensation de contrôle sur un objectif que l'on aurait choisi ou sur une action à réaliser. On peut la placer ici sur un continuum, du moins motivant, donc le moins autodéterminé, jusqu'au plus motivant, ici le plus autodéterminé. Il y a une vraie scission entre les motivations extrinsèques et les motivations intrinsèques. Les motivations extrinsèques, c'est une motivation qui est hors de l'activité en elle-même. On fait une action pour une autre raison que l'action en elle-même, à l'inverse de la motivation intrinsèque, qui est une motivation qui résulte de l'action en soi. On est content de faire l'action pour elle-même. Alors du coup, il y a plusieurs échelons, il y en a 5. Le premier, c'est la motivation. On n'a aucun intérêt à faire une action ou remplir un objectif. L'échelon supérieur, c'est une motivation extrinsèque externe. Donc là, on a un sentiment d'obligation. On fait une action parce qu'on a une pression parentale ou alors parce qu'on doit gagner de l'argent pour manger. Le niveau supérieur, on est un peu plus autodéterminé, c'est une motivation extrinsèque introjectée. Donc on agit en adéquation avec nos valeurs, on agit par pitié, on agit par solidarité, par sens du devoir. Un peu plus autodéterminé encore, et donc un peu plus motivant, c'est la motivation extrinsèque identifiée. Cette fois-ci, on marque une vraie scission par rapport à ce qui a été dit avant. Cette fois-ci, on a choisi de faire l'action. On fait une action, en réalité, pour un projet à plus long terme. Par exemple, on apprend du solfège, ce qu'on ne souhaite pas réellement faire, mais en fait, c'est pour jouer du piano que l'on a choisi de faire après. Le dernier type de motivation, ici, c'est la motivation intrinsèque, donc c'est la motivation qui résulte de l'activité en elle-même. On fait l'activité pour plaisir de cette activité. Il y a 3 grandes formes. Il y a la forme de stimulation, c'est-à-dire l'action nous plaît en soi. On aime manger pour le plaisir que ça nous procure. On aime jouer de la musique pour le plaisir que ça nous procure. L'autre grande forme, c'est la connaissance. Cette fois-ci, c'est on fait une action parce qu'elle elle éveille notre curiosité, ou on parle de nos connaissances que l'on apprécie, ou alors on continue d'apprendre des connaissances que l'on apprécie. La dernière grande forme, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire que l'on est fier de l'action, de l'avoir réalisée ou d'avoir accompli l'objectif. Par exemple, on est fier d'une prouesse sportive, ou on est fier d'avoir accompli un objectif professionnel qui n'était pas simple à faire. La troisième et dernière théorie que nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui est la théorie de la motivation au changement de Prochaska et Di Clemente. Cette théorie se présente sous la forme de 5 stades.
qui témoignent du cheminement vers la motivation des changements comportementaux. Le premier stade est le stade de pré-contemplation, c'est-à-dire on nie le problème, ou du moins on ne les voit pas, par exemple. Ça se passe pas très bien au travail, mais ça ne nous pose pas de problème pour l'instant, ou du moins on ne voit pas les problèmes. Le stade supérieur est le stade de contemplation. Cette fois-ci, il y a une prise de conscience. On commence à voir les problèmes et on voit leurs répercussions. On commence à se dire qu'il faut changer, mais on voit des inconvénients et on n'arrive pas à se décider. L'étape suivante est le stade de préparation. Cette fois-ci, on a une vraie intention de changer et on commence à voir l'élaboration du plan. Quelles sont les étapes que l'on va mettre en place pour arriver au changement. Typiquement, on réalise un bilan de compétences pour déterminer comment on va monter notre projet professionnel pour changer et ne plus être dans cette situation problématique. L'étape d'après, c'est la phase d'action. Cette fois-ci, on agit, on fait une reconversion professionnelle, on décide de quitter son entreprise. En tout cas, on agit pour changer la situation. La dernière étape est l'étape de maintien. On tente de maintenir ces changements comportementaux, on tente de ne pas retomber dans les travers de l'action précédente et on évite le risque de rechute. Donc, vous l'avez compris, si vous êtes en situation de contemplation, ça veut dire que vous ne bougez pas, posez-vous la question de savoir ce que vous avez à gagner à changer ou justement à ne pas changer. Deuxièmement, ce que vous avez dû comprendre aussi, c'est que finalement, si on regarde l'orientation professionnelle, notre boulot à nous, quand on fera un bilan de compétences, ça sera d'étudier votre motivation intrinsèque de façon à vous assurer d'être toujours motivé dans votre travail et donc d'être forcément mieux aligné avec ce que vous aurez envie de faire demain. Bien sûr, ça touche aux intérêts, à la motivation et aux valeurs. Par ailleurs, vous l'avez compris également, si vous êtes motivé, vous êtes dans un cercle vertueux de réussite et la réussite entraîne la motivation. Ça, ce sont aussi d'autres courants théoriques qui ont été étudiés en psychologie. Enfin, aujourd'hui, vous savez que les courants en ressources humaines nous parlent également du bien-être au travail, parce que pour ces courants, le bien-être au travail entraîne la motivation et donc une efficacité au travail. Simplement, vous l'aurez compris également, on ne change pas un environnement simplement quand on parle de bien-être au travail, sinon on est sur de la motivation extrinsèque. Il faut également changer le contenu et les missions. Par exemple, responsabiliser, impliquer les acteurs. Là, on est bien dans de la motivation intrinsèque. Voilà, sur ces bonnes paroles, à une prochaine vidéo.